finir, je donne la parole à Abdoulaye Ba, qui va nous parler du beau dire, dire vrai. Beau dire, virgule, dire vrai, point d'interrogation. Vous aurez compris que cette question, en fait, peut être formulée de diverses manières, puisqu'il s'agit pour moi de se demander si, de la belle parole, on passe forcément à la vérité, ou si, pour reprendre autrement le thème du séminaire, il s'agit de se demander si la parole esthétique implique la vérité. Bref, quand on pose la belle parole, ou quand elle se pose, cette belle parole, pose-t-elle en même temps la vérité? On peut également dire que dans ce titre, il y a trois notions ou concepts qui sont impliqués, celui de beauté, celui de parole, la parole, et bien sûr celui de vérité. Et je voudrais, pour parler de cela, emprunter une partition qui est assez courante et qui est même légitimée par un certain courant épistémologique et scientifique. Cette partition est celle qui consiste à poser le langage et la réalité comme deux entités séparées, comme deux entités distinctes l'une de l'autre. Bref, une telle partition permet de dire finalement que nous avons notre monde à nous, qui est donc le langage, incarné par le langage, et qu'en face, il y a la réalité. L'idée de base étant que la réalité existe indépendamment de nous, que nous puissions la dire ou non, que nous puissions dire quelque chose à son propos ou non, toujours est-il que cette réalité est là, qu'elle existe dans son autonomie propre, qu'elle est là, qu'elle existe en elle-même, et que donc, quoi que nous puissions dire ou ne pas dire à son propos, elle est là, elle existe de façon indépendante. Alors bien sûr, à partir de là, se pose une autre question. Si la réalité est posée dans son indépendance, alors, comment pouvons-nous arriver à dire quelque chose d'elle? Autrement dit, comment articuler le langage et la réalité? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et pour répondre à cette question, ou en tout cas tenter d'y répondre, je voudrais avancer une hypothèse. Mon hypothèse est qu'en réalité, ce par quoi nous passons pour dire la réalité ou le réel, c'est par quoi nous passons pour tenter de dire ce réel-là, eh bien, c'est tout simplement la beauté. Donc, je conçois que la beauté peut être perçue comme le médium, comme ce par quoi nous passons pour dire le réel. Bref, je conçois que la beauté peut être conçue comme le lien entre la parole et la vérité. Et je voudrais, pour illustrer mes propos, commencer par parler du langage ordinaire. Et mon idée, ma conviction est que le langage ordinaire que nous tous nous utilisons, celui de tous les jours, quel que soit notre niveau dans la langue en question, révèle toujours quelque part justement cette esthétique-là. Le mot le plus brut qui soit, à mon avis, contient déjà en lui-même une certaine beauté. Et je ne parle pas des métaphores. Je ne parle pas de toutes les autres formes ou figures de style que nous empruntons pour parler de la réalité. Et donc, si on conçoit que le langage en lui-même est beauté, si on conçoit que le langage, par définition, dans sa nature est beauté, alors on peut dire que l'homme s'offre cette beauté-là parce que justement, ce réel qu'il faut dire est si complexe, à la limite, il est si opaque qu'il faut en quelque sorte le séduire. Donc nous parlons et nous tâchons dans nos dires de le faire de façon belle. Pourquoi? Parce qu'il nous faut séduire ce réel-là. Et donc on dira que la beauté entre en jeu. Pourquoi? Parce qu'entre nous et le réel, il y a ce rapport de séduction. Et je crois qu'il n'y a pas mieux placé que les poètes pour en parler. Je crois qu'ils ont parfaitement compris la chose, puisque dans ce qu'ils nous disent, ils savent pertinemment qu'en général, il vaut mieux passer par
des détours pour dire les choses, et justement ces détours-là en réalité empruntent les habits de la beauté. Donc finalement, ce détour dont usent les poètes, ce détour qu'utilisent aussi d'autres personnes, et même nous tous, donc vous et moi, en fait symbolise cette beauté-là. Bref, la beauté, et c'est pourquoi nous passons pour exprimer le réel, et finalement elle apparaît, cette beauté-là, comme le détour que nous empruntons pour dire ce réel qui donc par définition nous est hostile, qui par définition est opaque, qui par définition est assez complexe. Raison pour laquelle, encore une fois, on peut dire qu'il y a là une connexion donc primaire, originelle, entre le langage, la beauté et la réalité. La beauté étant, encore une fois, je le répète, c'est pourquoi nous passons pour exprimer le réel. Le langage, autant pour moi, la beauté étant cette forme de séduction, ou cet outil de séduction dont nous disposons pour pouvoir, encore une fois, approcher le réel, pour pouvoir dire cette réalité-là. Alors bien sûr, là aussi, il y a une autre question qu'on peut poser, qui est la suivante. Eh bien, dans ce jeu de séduction, est-ce que nous réussissons? Autrement dit, dans cette beauté que nous exprimons dans notre langage et qui doit nous aider à dire le réel, réussissons-nous? Bref, la beauté, en tant que médiatrice, assure-t-elle entièrement son rôle? La réponse est mitigée. Mais moi, je dirais que nous n'y réussissons pas toujours. Le réel reste hostile, et pour plusieurs raisons. Et il est heureux pour en parler, justement, que déjà des collègues m'aient précédé et m'aient parlé de la parole, et je vais commencer par ma collègue de langue romane, qui justement parlait de cette difficulté de la traduction. Je vais y revenir tout à l'heure. Soukaina parle de la parole et justement disait quelque part que la parole traduit notre vision du monde. Eh bien, je dirais, en reprenant un peu ce qu'elles ont dit, que si, malgré cette beauté-là, que si, malgré la belle parole que nous pouvons exprimer, nous échouons dans notre quête du réel, c'est parce que, entre autres, il y a cette limitation de départ fondamentale, qui est en fait une limitation qui est intrinsèque au langage et qui réside dans le fait que le langage, forcément, c'est toujours le langage de quelqu'un, que le langage, forcément, c'est toujours le langage d'une culture, que le langage, forcément, c'est toujours une posture particulière par rapport à ce réel-là. Et je le dis en pensant à une célèbre hypothèse que les linguistes connaissent, et même que les philosophes connaissent et les autres, qui est cette hypothèse qui nous renvoie à Édouard Sapir. Souvent, on en parle en parlant de l'hypothèse Sapir-Whorf, qui dit ceci, qui dit qu'en réalité, c'est la langue que nous utilisons, c'est le langage qui est le nôtre, qui en fait déjà structure notre façon de percevoir les choses. Bref, lorsque nous parlons, forcément, avant même que nous ne prenions parole, il y a déjà une structuration qui est déjà faite en amont et qui fait que nous parlerons toujours d'une certaine façon, qui fait que d'une certaine façon nous verrons toujours sous un angle précis, particulier et donc limité la réalité ou le réel. Si donc on postule cela veut dire qu'en réalité, nous avons beau être séducteurs, nous avons beau employer encore une fois une parole belle, on a beau être, notre langage a beau être paré de beauté, il va toujours plutôt ce langage-là échouer à nous dire le réel. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a une limitation qui est là et qui est liée au fait que le langage en amont structure notre vision du monde. Ce langage-là fait que, forcément, nous n'avons par rapport au réel qu'un angle d'attaque précis, évidemment, qui n'est pas celui des autres. Et je pourrais en revenir un peu à cette histoire de la traduction dont parlait ma collègue. On peut l'évoquer pour illustrer mes propos et dire à la suite d'un logicien philosophe que vous connaissez certainement, Quine, donc américain, dire qu'en réalité, si aussi nous échouons dans ce jeu entre le langage et la réalité, c'est qu'il y a ce que cet auteur appelle l'indétermination de la traduction. Si on reprend l'exemple tout à l'heure,
celui donc qui consiste à traduire d'une langue à une autre. Alors quelqu'un comme Quine vous dira que dans les faits c'est impossible. Donc c'est impossible de dire la réalité d'une autre ou de quelqu'un d'autre à partir d'une langue autre. Pourquoi? Parce que, dit-il, quand quelqu'un parle dans une langue, quand il écrit, quand il énonce des choses, en fait ce qu'il énonce, ce qu'il écrit, ne peut être lu de façon exacte, de façon précise qu'à travers les comportements qui l'accompagnent. Il donne un exemple assez barbare, comme il l'aime bien. Il dit, supposons que quelqu'un se rende dans une communauté indigène, je n'aime pas trop le mot, donc supposons que quelqu'un aille, n'est-ce pas, voir un peuple étranger ou aille à l'étranger, comme on dira aujourd'hui, et que justement il trouve ces hôtes en train de tuer un lapin, pour évidemment après le manger, bien sûr. Alors, il dit que supposons que celui qui est en train de dépecer le lapin vous dit que le lapin s'appelle gavagay. Que c'est le mot gavagay qui permet de dire lapin. Alors, quand il nous dit qu'en réalité, même si on vous dit que ça s'appelle gavagay, vous n'êtes pas du tout sûr de savoir si gavagay signifie les deux pattes avant, les deux pattes de derrière, le dos, la tête, la peau. Vous n'êtes absolument pas sûr de cela. La seule garantie, c'est de pouvoir suivre les gens dans leur gestuelle pour voir effectivement à quoi riment leurs mots. Bref, c'est par les actes qu'on arrivera mieux à dire les choses et non pas par la parole. Pourquoi? Parce que dit-il, il y a ce qu'il appelle foncièrement, donc logé dans le langage, une indétermination de la traduction. Jamais une traduction n'est exacte, on l'a dit d'ailleurs plusieurs fois, jamais on ne peut passer d'une langue à une autre en exportant ou en emportant avec soi tout le sens de la langue originelle. Donc ça, c'est une façon de dire que finalement, nous échouons malgré tout dans notre tentative de dire le réel. Pourquoi? Parce que quelque part, nous sommes conditionnés. Pourquoi? Parce que quelque part, à la base, nous sommes déjà, encore une fois, engoncés dans un langage particulier qui ne peut traduire qu'une vision particulière du monde, qui ne peut traduire qu'une posture particulière que nous avons par rapport à ce monde-là. Alors, autre question, faut-il désespérer? Je pense que non. Je pense que non, et je pense qu'il y a une voie de sortie, et je dirais même qu'il y a au moins 3 voies de sortie. Il y a celle qui a été initiée par les sophistes. Il y a celle qui a été empruntée par les récits mythico-religieux. Et il y a celle qui a été proposée par la science, notamment par la physico-mathématique. Parlons des sophistes. Et là, je vais vous demander, surtout à vous, chers étudiants, d'oublier tout ce que Platon nous a dit concernant les sophistes. Je sais que c'est un gros effort que je vous demande, ce n'est pas facile. Nous sommes conditionnés là par Platon à dire des choses concernant les sophistes et à parler d'eux en des termes, disons, le négatif. Et évidemment, j'en profite pour dire bonjour à la spécialiste de Platon. Donc, quoi qu'elle en puisse penser, je suis désolé, je ne suivrai pas Platon. Je vous recommande de ne pas le faire, et donc avec moi de dire non à Platon. De dire non à Platon et de lui demander ce que justement les propos, ce que justement les sophistes peuvent nous apporter concernant la solution éventuelle à ce problème. Et à mon avis, ce que les sophistes nous apportent, c'est cette proposition audacieuse qui consiste à dire tout simplement ceci: arrêtons de vouloir nommer le réel, arrêtons de vouloir nommer la vérité, entendue en tant qu'adéquation de notre discours à ce réel-là. Tout simplement. Arrêtons de poursuivre les idées, si on veut, platoniciennes, arrêtons de vouloir saisir l'essence des choses et en lieu et place, faisons ceci, en lieu et place, essayons de voir s'il y a moyen, par le discours, par le logos, de parler des opinions des hommes, de
parler de leurs opinions et non pas de la réalité. Et je pense ici à la fameuse formule de Protagoras que vous connaissez, qui nous dit « L'homme est la mesure de toute chose ». Donc le réel doit être mis de côté. Faisons en sorte qu'il ne soit plus la mesure de toute chose, mais faisons de l'homme la mesure de toute chose. Et en l'occurrence, faisons de leurs opinions, de l'opinion des hommes, la mesure de ce que nous disons. Et justement, en le disant, non seulement on se débarrasse entre guillemets du réel, mais en même temps on parvient à se donner les moyens de dire des choses, mais qui intéressent directement le langage. Et de ce point de vue-là, nous percevons un changement de perspective, puisque la beauté qui originellement devait nous permettre de dire le réel extérieur, cette fois-ci doit être ce qui nous permet de dire ce réel-là, mais ce réel de nos opinions, si les deux justement peuvent aller ensemble, cette fois-ci donc ce beau-là doit nous permettre de dire nos opinions. Bref, on va toujours utiliser la beauté, mais cette beauté sera au service de l'expression de nos opinions. Certains vous diront qu'il y a là une trahison par rapport à la vérité, c'est ce que dira Platon, c'est ce que dira Aristote. Mais je pense que, sous cet angle-là, les sophistes nous ont beaucoup appris, puisqu'ils ont compris que face au réel, nous n'avons pas beaucoup de moyens. Que face au réel, il y aura toujours cette opacité-là, que face au réel, en réalité, il y aura toujours cette incapacité foncière, qui est donc notre incapacité à nous, et cela fait que, quoi que nous fassions, nous ne pourrons jamais épuiser ce réel-là dans toute sa complexité. Raison pour laquelle il faut limiter nos ambitions. En quoi faisons? Eh bien, en décidant de nous concentrer sur ce que nous portons en tant qu'opinion, et donc de tout faire pour que nous puissions, par la beauté, exprimer ces opinions-là. Bien sûr, je laisse de côté les éventuelles finalités qui sont visées. On dit les choses de façon belle, de façon à triompher au tribunal, on dit les choses de façon belle, de façon à triompher sur la place publique, on dit les choses de façon belle, de façon à pouvoir être apprécié. Donc je passe de côté donc, les buts qui peuvent être visés, mais je mets l'accent sur cette articulation entre la beauté et le langage dans un but unique qui est celui de dire nos opinions, peu importe d'un point de vue moral ce qu'on peut en penser. Nous avons proposé une solution de sortie face à cette incapacité que nous avons, qui est donc la nôtre plutôt, et qui ne nous permet pas de dire le réel dans toute sa complexité. Donc ça, c'est une voie qui a été donc expérimentée, qui est donc celle des sophistes. Il y a une deuxième voie, j'en ai parlé tout à l'heure, et qui est celle qu'a suivi ou qu'ont suivi les récits mythico-religieux. Dans les grands récits mythiques ou religieux ou mythico-religieux, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne dirais pas que dans ces récits-là, on gomme entre guillemets le réel, mais on a trouvé une solution beaucoup plus astucieuse peut-être, qui consiste à parler du réel ou de ce réel-là, mais à partir d'une position de surplomb. Au lieu qu'on se confronte au réel en se mettant face à lui, au lieu qu'on essaye de le dire de façon directe, on essaie de dire ce réel-là, mais à partir d'une position de surplomb. C'est la raison pour laquelle tous les grands récits, les récits mythico-religieux, sont des récits en fait qui sont achroniques. Tous les grands récits, tous les récits fondateurs sont des récits qui se passent en dehors du temps. En dehors du temps. Et cela a un avantage qui est que ce sont des récits qui, a priori, peuvent parler de tout. De tout ce qui peut exister, de tout ce qui a existé, de tout ce qui existera. Et donc le réel qui est là, ici et maintenant, n'est plus alors un obstacle. On le surmonte et on peut dire de lui pratiquement tout ce qu'on veut, et justement ce qu'on dira sera la vérité, et en général, c'est un autre rapport ou une autre chose. Ces récits-là aussi sont des récits qui sont accompagnés de beauté. Donc tous les grands mythes, on le sait,
sont des mythes, n'est-ce pas, qu'on peut déclamer et dont on peut apprécier la beauté. Tous les grands récits religieux également sont des récits, évidemment, qui sont déclamés ou qui sont énoncés et qui sont énoncés toujours en ayant ce souci de la beauté-là. Bref, la beauté est toujours là, présente, elle est toujours là, encore une fois, présente, mais cette fois-ci, on décide de passer uniquement par elle et de ne pas se confronter au réel de façon directe. Et si bien sûr nous nous situons dans le cadre des religions, des trois grandes religions, donc si nous nous situons dans le cadre, disons, des grandes religions, on voit bien à quel point, n'est-ce pas, cette posture-là peut être déterminante, puisque ceux-là qui adhèrent, encore une fois, à ces grands récits religieux ne vont pas se préoccuper de la question de savoir si oui ou non le réel en question est pris en charge. On dira qu'il y a un rapport qui est direct, puisque donc c'est une instance supérieure qui parle, et bien ce qu'elle dit est légitimé au départ comme vérité, et donc finalement on n'a plus besoin d'avoir des justifications pour s'accorder ou non sur l'accord préalable entre le discours et le réel. Bref, on sacrifie le réel, on garde la beauté, et le réel existant peut exister là, ici et maintenant, mais on va le dépasser dans le récit. On va donc construire, mettre en œuvre des récits qui sont atemporels, qui sont donc achroniques, et cela permet donc de résoudre finalement la difficulté. Donc cela permet finalement de surmonter donc la contradiction originelle entre, encore une fois, cette réalité-là et le langage dont on a parlé au départ. Pour terminer rapidement, je dirais un mot sur ce qu'en science on peut dire, et qui permet aussi de dire qu'il y a là un dépassement de l'obstacle. On va juste parler de ce langage que la science a forgé et qu'il a emprunté, qui est le langage mathématique. Les scientifiques ont compris que le langage ordinaire est plein de défauts. Ils ont compris qu'il ne peut pas toujours permettre d'arriver à dire le réel. Et pour suppléer encore une fois à cela, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a imaginé un langage qui est un langage non pas naturel, mais comme on dira formel, conceptuel, symbolique, par lequel on passe pour justement formaliser ce réel-là. Et tout ce que l'on peut avoir, je n'irai pas dans les détails, et qu'on peut lire, encore une fois, dans les formules mathématiques, et même dans les théories physiques, sont là pour témoigner donc, de cet effort qui est le nôtre, et qui, encore une fois, depuis toujours, a consisté à vouloir dire le réel, et cela, encore une fois, par la médiation du beau, puisque, on le dit souvent, et les mathématiciens sont les premiers à le dire, on parle souvent de la beauté des mathématiques, on parle souvent de la beauté des structures physiques, mais une beauté qui est exprimée, qui est, encore une fois, formulée, non pas par le langage ordinaire, mais par ce langage-là, qui est aussi toute beauté, qui est le langage mathématique. Je vous remercie, c'est tout ce que j'avais à dire.